Ceci est un livre audio autogénéré par Google. 1. Mon histoire commence sur ma terre natale, l'Algérie, au fond d'un puits. Durant 6 semaines, 42 jours comptés, j'avais dû aider un puisatier à construire le puits. Nous étions 2 jeunes affectés à ces travaux par décision unanime et pétainiste du chef de groupe. Mon compagnon tint le coup 14 jours et s'écroula. Le puisatier d'origine espagnole était une sorte de montagne de muscles. Sans l'aide des pieds, il remontait la corde à nœuds d'un seul élan. Il n'y avait pas d'échelle. Il me demandait le maximum, mais il partageait sa nourriture avec moi et chantait en espagnol tout ce qui lui passait par la tête. J'appris ainsi Conchita Piqué, dont je découvris le nom plus tardivement, et Carlos Gardel, que je connaissais déjà, Un Français comme toi, en mangeant du pain mahonnais, de la soubressade, du lard de cochon et des figues, au son approximatif des coplas et des tangos. Il chantait faux, mais je vivais une éclaircie. En effet, en 1941, une tentative manquée de rejoindre l'Angleterre par Gibraltar avait hâté mon incorporation au chantier de jeunesse pour m'éviter le pire. Selon la police. Au bout de quelques mois, les petits chefs et moi, nous avions appris à nous connaître. Je savais qui étaient ceux qui me commandaient, et eux savaient qui j'étais. Au bout de 42 jours, j'avais perdu 9 kilos, et comme ma libération approchait, on me changea de travail. Le chef de groupe me voulait en forme pour la sortie. À vivre au fond du puits, dans l'eau jusqu'aux chevilles, ma vision du monde avait changé. À partir de 5 mètres, le ciel devenait le centre du monde. Des années après, une représentation de Fidelio m'éclaira. La carcelle, comme disait le puisatier qui avait compris ma position, donne du prix à la vie et quelques notes de musique peuvent vous sauver du pire, c'est-à-dire bien souvent de vous-même. Le silence lui-même devenait musique. Il s'étalait en ondes concentriques suivant la marche de ce mur en briques, que nous construisions à l'envers selon une spirale énigmatique déterminée par le puisatier lui-même. Une seule aide, le fil à plomb. Ce mur se bâtissait sur le vide acquis par mes coups de pioche, si tant est que l'engin, qui me servait à dégager la terre, fût une pioche. Il ne coupait pas, était plus large et ressemblait à une herminette. Je n'en ai plus jamais revu de semblable. Il y avait un point d'équilibre entre le creusement de la terre, l'arrivée presque invisible de l'eau, le placement de la brique sous la rangée qui la surplombait et la pose du mortier qui rendait cette sorte de descente aux enfers passionnante. Travail exténuant, nous allions trouver l'eau et dans notre pays l'eau représentait le premier des biens. Notre travail était rythmé par le bruit de la poulie là-haut. Il s'apparentait au grincement de la noria, où nous avions à présent pris la place du mulet. Ces briques et le mortier descendaient dans des seaux. Au début les seaux remontaient l'eau puis la pompe remplaça les seaux. À peu près toutes les 2 heures elle aspirait l'eau qui sourdait d'une petite galerie que nous creusions en direction du sud, vers la montagne qui dominait la plaine. Nous étions arrivés au dernier plan et l'eau était présente. Dangereusement présente. Le puisatier sourcier me demandait de surveiller l'arrivée d'eau pendant qu'il creusait. Il ne maçonnait plus rien. Il s'engouffrait dans son trou à rats, creusait et préparait déjà une autre galerie quand je l'ai quitté. Il me racontait qu'il avait déjà maçonné de grandes galeries dans des orangeries, mais que là où nous creusions, 3-4 mètres en étoile suffisaient. Il avait beau me rassurer, je savais qu'en remontant à l'air libre je remontais des enfers. Nous n'avions aucune sécurité et rien pour interpréter une bulle d'eau, comme il disait, sinon que je savais nager. C'était la première phrase qu'il avait prononcée, le jour où j'avais été affecté à son chantier. La seconde phrase qui me resta en mémoire fut celle qu'il prononça quand une de ces bulles d'eau faillit me gagner, alors que je restais seul au fond. Je criai et il actionna la pompe. Ensuite il me rejoignit, garda un instant de silence, me jeta un regard de commisération, leva la tête vers la margelle et dit que nous étions tous des fourmis. Il répéta le mot une autre fois en espagnol, hormigas, et l'incident fut clos. Je mis longtemps à me le rappeler. J'ai encore dans l'oreille le grincement de la poulie, semblable au grincement de la noria. Quand les seaux descendaient du ciel, nous arrêtions tout et levions la tête. Nous étions toujours à la merci d'une brique mal arrimée. Un jour il en prit une sur l'épaule, devint blême et sans un mot remonta le long de la corde à nœuds. Sa silhouette disparut, et réapparut aussi rapidement. Il a son compte, fut sa seule explication. Il avait un œil fixe et noir. À part nos donades des sorties d'école,
ritualisée et mise en scène pour l'honneur de l'honneur, c'est-à-dire sans produire de grands dommages physiques, ce fut le premier homme que je connus capable d'en assommer un autre sans prononcer une seule parole. J'appris ainsi par les commentaires de ceux qui me racontèrent la scène, qu'il y avait de nouvelles règles à respecter. Chacun était responsable de ses actes et en cas d'erreur on payait cash. 2. Aujourd'hui je peux remonter la corde pour expliquer comment la période du puits s'est imposée à moi. La souffrance physique a une mémoire d'âne, elle peut retrouver sa généalogie à partir ou presque du commencement de notre corps, et au chantier la volonté de lâcher faille pour m'en faire baver était manifeste. Je mesure mes mots, je n'ai rien rencontré de pire. La seconde raison fut que depuis 2 années bien sonnées, la suite des 80 estampes des caprices de Goya était devenue mon livre de chevet. De tout temps il avait été mon peintre préféré. Durant les mois passés à Madrid, j'avais jour après jour arpenté le Prado, les yeux et l'âme illuminés de toutes mes découvertes. La raison principale en était pourtant le souvenir de celle qui avait été un temps, ma parente. Elle avait passé la guerre en cette Algérie où résidait sa famille. Elle y attendait la fin des hostilités avec son époux. Il était plus vieux qu'elle et peintre déjà célèbre, n'aspirait plus qu'à retrouver là-haut chez lui sa lumière, son pays, ses eaux changeantes. Maintenant elle habitait en face du Pont-Neuf dans un des plus beaux appartements de Paris, et je me trouvais dans cet atelier d'où son époux avait pu peindre ses 8 derniers tableaux sans avoir à se déplacer. En dépit des vicissitudes familiales, elle et moi avions toujours gardé des liens d'amitié et ce jour-là, elle venait de me confier ce qu'elle appelait une mission de confiance. J'en avais l'habitude. Nous étions les deux seuls à partager le même fond de naïveté politique. Le problème était simple. S'apprêtant à léguer la collection particulière de son mari, en fait ses plus beaux tableaux à cette ville de Bordeaux dont il était natif, elle recherchait une estampe attribuée à Goya à laquelle il tenait et qu'elle ne retrouvait plus. Elle me demandait de l'aider. Cela entra par une oreille et sortit par l'autre. Non seulement je n'avais jamais entendu parler de ce dessin, mais j'étais persuadée qu'il demeurerait introuvable. Ma vieille amie appartenait en effet à une famille de prédateurs qui guettait cet espoir d'héritage avec le zèle patient et la froide détermination des vautours de la brousse. Chaque fois qu'ils avaient pu lui dérober un tableau, ils l'avaient fait. Ces gens-là sortaient déjà par la porte de service d'un monde à la Goya. Aujourd'hui j'avais remonté la corde. Toutes les pièces éparses dans ma mémoire s'étaient jointes. D'après ce qu'elle m'avait dit, le dessin non signé, j'en étais certain, devait représenter un puits ou bien la margelle, je l'ai oublié, et de cette bouche d'ombre, d'autres ombres essayaient de s'extraire pour rejoindre un de ces ciels immensément vides, ou plutôt comme je le suppose ou que je l'invente, de se volatiliser. Je vais te faire entendre un tango de Carlos Gardel sur les paroles de Santos. Discepolo qui me semble correspondre à tes états d'âme du moment, dit la voix, quoique je doute du bienfait de ces constatations. Ira. Ira. Onque te quiebre la vida. Onque te muerda un dolor. No esper nunca una ayuda. Ni una mano ni un favor. Ira. Ira. Et voilà. Maintenant tout le monde va penser que je suis un peu bizarre puisque j'entends non pas des voix, mais la voix. Pourtant je n'ai rien de bizarre. Je ne me dédouble pas ou si je le fais je reste moi-même et je ne suis pas mon fantôme puisque nous nous parlons. Je crois plutôt que la musique éclaire une partie de moi-même qui a du mal à s'exprimer, qui renacle peut-être devant la vérité, et que la voix en profite pour s'assurer autant d'avantages dans la discussion que moi si elle m'en laisse la possibilité. J'espère être resté suffisamment obscur pour éclairer ainsi tous les fonds de puits de la création. Je reprends, et je confirme que les règles d'en bas du fond du puits n'avaient plus rien à voir avec les règles du monde d'en haut. L'important était de savoir exactement dans quel monde nous étions, car nous appartenions aux deux. À la guerre, par exemple, nous appliquions les règles du fond du puits, dans les situations d'exception pareillement, mais avec un léger doute car il y avait une sorte de no man's land entre le début ou la fin des situations d'exception et ces moments-là demeuraient pleins d'incertitudes. Les règles d'en bas chevauchaient souvent celles d'en haut, et des retardataires qui appliquaient encore celles d'en haut quand ils étaient en bas, créaient souvent la confusion tandis que ceux d'en bas quand ils appliquaient les règles en haut,
bénéficier de beaucoup plus de compréhension ou tout au moins de silence, comme si les gens d'en haut acceptaient que la pensée s'effaçât devant l'acte dès l'instant que leur avis n'était pas sollicité. Autrement dit, si la chose les arrangeait, ils s'en lavaient les mains. Se passe à l'autre, qui s'ingéniait en somme à répartir les tâches déplaisantes sur plusieurs paires d'épaules, m'apparut plus tard comme une des caractéristiques de la vie de ces sociétés de pouvoir. En cas de crise majeure, le corollaire de ces situations résidait dans l'invention du bouc émissaire. La plus vieille scie de toutes les religions prenait ainsi là ses quartiers de noblesse dans le pays où elle était le moins attendue. J'en parle en connaissance de cause. Je l'avais vécu en direct, sorte de petite fourmi émissaire en redressement moral chez les pédagogues chrétiens des chantiers de jeunesse. Selon Pétain, la défaite de 40 était due à la jeunesse, et nous avions désormais mission de rattraper nos fautes. Le primat des Gaules, si à Lyon, avait une méthode pour illustrer ses propos et entre deux processions il nous en faisait part. L'appui total des gens d'en haut lui était acquis à condition de condamner les règles d'en bas sans jamais tenir compte des situations d'exception. L'histoire dut-elle en souffrir. Ainsi, ceux qui avaient fait la guerre ou qui l'avaient subie dans ces différents clones préféraient se taire car ils savaient d'instinct que ce qu'ils avaient vu, entendu, senti et fait n'était pas communicable à ceux qui ne l'avaient pas fait, et comme la plupart de ces participants avaient été les témoins de faits devenus historiques, ils avaient fini par comprendre que cette histoire, avec un grand H qui la magnifiait pour l'éternité de la chose écrite ou fixée par l'image, ne représentait finalement qu'un faux en continu. Il ne pouvait leur échapper que ce faux en continu n'obéissait qu'à une seule règle: ajuster l'histoire contemporaine dans une continuité valorisante. La neutralisation des pires ou des meilleurs moments du passé, ou l'exploitation à outrance de ces pires ou de ces meilleurs moments, n'était destinée qu'à servir de pire ou de meilleur modèle à cette autre histoire qui restait celle que nous vivions au jour le jour. La destination finale de ce faux en continu assurait en somme un modèle publicitaire reconnu par tous sous forme d'un gabarit globalement utilisable par tous les médias de la planète au nom de la bonne marche de l'histoire contemporaine. Ce faux en continu, au fil du temps, par les complicités qu'il avait engendrées, s'était transformé en dogme. De filtrage en filtrage induit par les différents groupes concernés, pays, religions, ethnies, le dogme était devenu la bonne histoire et la bonne histoire avait en main désormais tous les outils nécessaires à clouer le bec, les mains, les yeux et la mémoire de la mauvaise histoire. Autrement dit, le dogme dépendait d'une question de niveau. Dessus, les règles étaient celles de dessus et dessous les règles étaient celles de dessous. En haut, le ciel, en bas, la boue et de bas en haut, la corde à nœud pour remonter, respirer un peu et vous faire renvoyer en dessous pour finir le travail. Plus tard, je compris la règle principale qui autorisait la remontée. Les autorités compétentes exigeaient un silence total, pour ne pas dire un oubli total sur ce qui se passait, s'était passé ou allait se passer là-bas, loin en dessous. En haut un ciel clair, en bas une nuit sombre. J'ai mis longtemps, tu as mis longtemps, dit la voix, à comprendre l'exigence de ceux d'en haut. Si l'homme du bas, l'homme à la bougie par suite d'un faux mouvement par exemple, enflammait la corde à nœud avec sa vieille bougie au suif de moutons pas propres, un de ces vieux moutons usés par les djebels et le vent du sud, tout juste bon pour le couscous des mesquines un soir de Ramadan, pas de l'agneau à griller dans les jardins d'Hydra, non du vieux qui en avait trop vu, dit la voix, eh bien l'homme du bas resterait dans son trou, sa boue, sa nuit. Ceux d'en haut n'avaient rien contre la corde à nœud. Ils voulaient bien la laisser pendre puisqu'elle signifiait pour ceux d'en bas qu'ils pouvaient remonter là-haut en cas d'urgence, et surtout que pour le paiement de leur travail, chaque nouveau nœud qui s'ajoutait à la corde représentait une somme convenue qui se complétait d'une prime progressive sur la profondeur atteinte, valorisant ainsi la vitesse du chantier et la prise de risque des travailleurs. Par mon appartenance au chantier, je représentais un élément gratuit de ce contrat, mais ce contrat semblait courant. Le puisatier m'avait expliqué, en concluant avec un léger sourire, que dès que nous aurions atteint le centre de la Terre, nous pourrions en acheter le dessus. Si je voulais tenir compte de la nature exponentielle de la prime de risque, de la simplicité de nos matériaux, en y ajoutant ce qui maintenant nous liait tous les deux, la passion d'arriver au bout de cette découverte, l'eau, je conclurais qu'il venait d'écrire au tableau noir la genèse même d'une toute autre aventure, celle que nous commencions à vivre, l'aventure du pétrole et la mainmise de cet énorme bras de fer sur notre civilisation mécanique. J'avais toujours vu les gens d'en haut courir au pire,
et ne jamais hésiter une seule fois à employer n'importe laquelle de leurs inventions, au mépris de tous les risques encourus. Prime de risque. L'expression les flattait, les gonflait d'orgueil et les rendait fous. Un bénéfice inconnu flottait autour d'une action inconnue. Prime de risque. Si ça marchait, la prime serait aussi grosse que la maison qu'ils venaient de détruire ou du trou qu'ils venaient de creuser. Il suffisait d'appuyer sur le bouton. Ils ont appuyé sur le bouton, bien sûr. Ils appuient sur le bouton et ils appuient sur nous. Ils appuient et ils regardent. Ils appuient et ils constatent, merde. Ils n'auraient jamais cru que ça pouvait finir comme ça, qu'est-ce qu'on fait mon général? Pour commencer, on bouche le puits. Et l'homme, mon général? Eh bien l'homme du bas resterait dans son trou. Il ne remonterait pas. Il resterait dans son trou et on ne l'entendrait plus. Tu as mis longtemps, dit la voix. Je sais, j'ai dû attendre longtemps qu'on me lance une autre corde. Tu dérangeais, dit la voix. Je sais, j'ai toujours parlé de ce qu'il ne fallait pas dire mais je parlais au nom des morts. Si c'était vrai il t'aurait lancé la corde plus tôt, dit la voix. Des morts il voulait bien, mais des presque morts, quelle drôle d'idée dit la voix. Tu aurais mieux fait de te conduire comme tout le monde, de rester silencieux et puis de reprendre le travail du côté des galeries. Tout le monde a besoin d'eau après tout. Besoin d'eau et besoin d'air. Nous étions encore en haut du puits, et nous pouvions voir la campagne. Regardez plus loin. L'herbe, les collines, le soleil et juste cette brume au fond de l'horizon. Nous étions silencieux et nous regardions le monde tourner. Je crois que nous sortions à peine de la période des discours, et il y avait une foule de gens qui faisaient comme nous, ils regardaient ailleurs. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Exactement quoi? Je n'en sais rien parce que même moi, j'ai oublié ce que je voyais à l'époque. Je ne me souviens que d'une chose, d'un seul coup l'atmosphère est devenue différente. À partir de cet instant le monde est devenu bizarre. Les années sont passées, et je sais aujourd'hui que nous attendions des changements. Des changements de qui, de quoi, pour qui et dans quoi? Nous n'en avions aucune idée mais l'idée ou les idées que nous n'avions pas commençaient à construire leurs galeries, minaient la terre, fouissaient les collines, remontaient les vallées, creusaient cordillères, sierras et pics. Ces mouvements souterrains nous dépassaient, maintenant ils concernaient le siècle. D'inexpugnables montagnes s'effondraient, les terres changeaient de main, de frontières, d'habitants, des hommes partaient on ne sait où, des femmes et des enfants attendaient on ne sait quoi, des caravanes se formaient et disparaissaient au hasard des routes. Des villages naissaient à la nuit et périssaient au matin. Venus de nulle part, des barques s'échouaient le long des côtes. Des cadavres séchaient dans les déserts, et d'autres gonflaient le long des plages ou pourrissaient dans des fosses communes. Tout cela subissait désastre, détresse et deuil sans comprendre qu'ils ne représentaient qu'une partie et la partie la plus infime de la scène. Ils étaient ceux du bas, ceux qui cherchaient à manger, ceux qui combattaient entre eux dans l'arène pour franchir les barbelés d'abord et la barricade ensuite, devant cette foule qui tolérait, filmait et commentait le spectacle, sachant déjà, en leur jetant une poignée de grains pour la journée, qu'elle ne leur laisserait jamais la vie sauve. Cette foule d'êtres humains qui, dans son incommensurable hypocrisie, arriverait toujours à se persuader que cette autre moitié d'elle-même qui se détruisait sous ses yeux, devait continuer à combattre en arrosant tous les sables de toutes ces arènes de son sang puisque c'était la règle de ceux d'en haut depuis la création du monde, et que tous les Spartacus qui avaient voulu changer la règle finissaient crucifiés. Pour cela tout n'était qu'inquiétude, doute et tourment. L'ami était devenu l'ennemi, et l'ennemi, l'ami. L'échange portait le sceau des États. Il était contresigné par le malheur, celui qui élevait la voix s'établissait en dehors des lois. L'État le montrait du doigt, et les chiens aboyaient sur ses pas. Jamais l'homme ne fut si seul dans cette multitude qui jaillissait de toutes les profondeurs de l'oubli et du désespoir. Ainsi je voyais tout parce que moi, j'étais dans l'arène. Chacun se réfugiait en lui-même, devenait autre et nul ne cherchait à déchiffrer le sens des mots, des regards ou des gestes en des terres devenues soudain inhospitalières. Images, indices, témoignages s'estompaient. Oui, moi j'étais dans l'arène s'évanouissait et réapparaissait sous de nouvelles formes. Rien n'était clair et la plupart des questions demeuraient sans réponse parce que nous sortions d'une catastrophe. La catastrophe des personnes déplacées. La moitié de nous-mêmes était restée sur place. Nous avions vécu tout cela par morceaux. Des pans entiers de nos existences s'étaient écroulés et nous savions ce dont nous n'avions pas envie de parler. Et Matt. Nous n'étions pas les seuls.
3. Ce soir-là. Toujours du fond du puits, vous voyez ce ciel si lointain qui s'assombrit. La nuit peut-être et cette main mystérieuse. Elle devait bien y être puisque vous êtes hors du puits maintenant, dans cette solitude. Dans ce silence qui demeure toujours la moitié de vous-même, un soir jaillit Richard Strauss. Les 4 derniers leaders m'arrivèrent en plein cœur, chantés par Kiri Te Kanawa. J'aime toutes les autres interprètes. À cet endroit de leur vie, pas une seule n'échappe à la perfection, mais Kiri Te Kanawa fut la première et toutes les premières, peut-être, reste-t-elle inoubliable? Je l'ignore vraiment. Elle est la musique. Voilà, pense-t-elle, nous sommes là. Nous sommes montés au ciel et vous nous avez suivis. Merci. Savez-vous, dit-elle, et sans vous, dit le public, tout le monde vit ce silence parce que pareil instant est incommunicable. Le temps s'est arrêté. En mémoire de ce silence et du bien qu'il m'apporta dans les temps qui suivirent, j'ai voulu faire selon mon habitude, le contraire de ce que font les autres. J'ai voulu mettre des paroles sur de la musique et ai rapidement compris les risques que je prenais. Je m'étais mis à danser sur un fil entre 2 montagnes et sous mes pieds tout au fond, loin, loin, il y avait des rochers et un torrent fou qui charriait des tonnes. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.